Si vous regardez présentement cette vidéo-là, c'est pour une raison précise. Et entre moi et vous, on le sait très bien c'est quoi. C'est que vous voulez éviter les erreurs de débutants que la majorité d'entre vous, oui, oui, vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, faites. Et comment faire en sorte de pouvoir la surmonter et passer à la table supérieure et pouvoir scaler son entreprise de service, son business en ligne à plus de 30 000, 50 000 et même voire même 100 000 euros par mois. Et ça se break down en 3 étapes clés. Okay. Donc, c'est super important que vous écoutiez chaque partie pour être sûr que vous ne faites pas ces erreurs-là, que vous retravaillez cela et que votre business puisse scaler de manière positive, en bonne santé, comme un enfant normal, ok? Donc, parce que un business, on va pas se mentir, c'est comme notre bébé, on le chérit, etc. Donc, il faut être sûr d'avoir les bonnes stratégies. Donc, écoutez bien jusqu'à la fin et suivez les 3 étapes directement. Si vous essayez de scroller, de passer le temps, aller voir quelle est la stratégie, ça ne va pas marcher, ok? Parce qu'il y a une stratégie derrière chaque erreur que je vais vous montrer et faire un breakdown. Donc, écoutez bien. Donc, premièrement, la première chose que vous faites de mal, c'est ne pas traquer vos données. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez juste finir comme cette meuf si vous ne savez pas les chiffres de votre business. Si vous ne savez pas combien vous coûte un client, si vous ne savez pas votre taux de show-up, votre taux de closing, combien de clients rentrent, votre coût par lead, coût par acquisition, j'en ai déjà parlé, etc. En tout cas, toutes les métriques, là, il y en a plein, mais c'est ceux qui viennent en tête parce que ce sont les principaux. Okay. Et deuxième chose, c'est que ce n'est pas grâce au scaling nécessairement ou le fait de déléguer qui va faire en sorte que vous allez pouvoir scaler. Non, tout commence par traquer ces chiffres. Parce que si tu ne traques pas tes chiffres, tu ne pourras pas scaler. Si tu ne traques pas tes chiffres, tu ne pourras pas déléguer. Okay. C'est impossible. Okay. Tu peux être Tom Cruise, faire une mission impossible sans que tu saches c'est quoi tes chiffres, tu ne pourras ni déléguer ni scaler. Okay. C'est super important que vous compreniez ce concept-là. Okay. Donc, si je vous donne un exemple, en passant, c'est une des raisons principales que beaucoup parmi vous pensent qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'appels bookés plutôt que de simplement avoir une solution clé en main. Okay. Dans le sens que beaucoup parmi vous pensent qu'il faut nécessairement beaucoup plus d'appels, mais des fois, vous allez voir dans l'exemple que ce n'est pas nécessairement en ayant plus d'appels qu'on va générer beaucoup plus de chiffres. Okay. Donc, c'est pas en rajoutant le budget ads, en rajoutant le nombre de prospections, etc., qui va faire en sorte que tu vas avoir un meilleur taux de vente, en fait, ou meilleur taux de conversion, dans le sens où tu auras beaucoup plus de clients qui vont entrer. Non, en faisant des petits ajustements, vous allez voir à quel point ça va changer. Et on en parle justement maintenant dans la situation A. Donc, dans la situation A, exemple, vous bookez 30 appels par mois. Vous avez un taux de show-up de 50% et 20% de closing rate sur une offre à 5K. Donc, vous avez déjà fait une bonne structure, structure d'offre. Donc, vous avez une offre à 5K. Ah ouais, mon 5, il est bien obèse. En tout cas, ça fait 15 nouveaux appels pris, okay, dont 3 nouveaux clients, ce qui fait environ 15 000 euros de revenus supplémentaires. On ne va pas se mentir, 15 000 euros, c'est pas mal. Mais comme on vous dit, ici, on joue dans la ligue des grands, okay, la ligue des élites. 15 000 euros, c'est pas mal, mais on peut aller chercher facilement un x2, x3 de ça. Donc maintenant qu'on connaît nos chiffres de base, ces chiffres-là que je vous ai montrés juste ici, on va travailler sur seulement 2 aspects. Seulement 2, ok? On va pas travailler sur tout, seulement 2 trucs. Donc, le pourcentage de show-up, le nombre de personnes qui vous se présentent en rendez-vous et le taux de closing. Et vous allez voir qu'on ne va pas faire une grosse modification ou quoi que ce soit. Vous allez voir par vous-même. Donc, la situation A 2.0 qui fait en sorte qu'on l'a optimisé. Là, à ce moment-là, on obtient toujours 30 rendez-vous, 30 appels bookés plutôt, ok. Mais là, à ce moment-là, on a augmenté à 80% de taux de show-up. Est-ce que c'est possible? Ça peut sembler énorme, mais c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que dites-vous qu'avec une de nos équipes, actuellement avec un de nos clients, seulement avec de la prospection, donc du outreach à froid, on arrive à avoir un taux de pourcentage de 80% de présence au rendez-vous. Seulement 20% des prospects font un no-show. Si vous voulez en plus savoir la stratégie exacte qu'on a mis en place pour avoir un aussi gros taux de show-up, alors laissez-moi savoir, je vous ferai une vidéo par rapport à cela. Mais maintenant, revenons à nos moutons. 80% de taux de show-up, c'est très faisable, surtout si vous faites en plus de ça de l'organique et des ads. Donc, vous avez des prospects à chaud. Okay. Donc, 80% de show-up et on augmente de seulement 10% le taux de closing parce qu'on a un meilleur nurturing mis en place. Donc, avec le même offre, avec une offre à 5 000 euros également. Et comme je vous ai dit, 30 appels bookés. Okay. Là, je l'ai caché. À croire qu'il y a la lune qui est passée, il a fait une éclipse. Mais en tout cas, maintenant, on est rendu à 24 appels pris
plutôt qu'avant, on était à 15 appels près. Ok. Et si on a un 10% d'augmentation seulement sur l'offre, ok, sur le closing rate, on a 7 nouveaux clients. Donc, on passe de 15 000 euros de revenus à 35 000 euros de revenus supplémentaires. Et ça, on a modifié seulement deux choses. Donc, le show-up, juste ici, et le closing rate. On n'a ni touché au booking au nombre d'appels bookés, excusez-moi, et ni touché au nombre, en fait, l'offre à laquelle on a. Donc, exemple, maintenant, on a 5 000 euros. Je n'ai pas fait une restructuration, une amélioration de l'offre pour faire, exemple, la faire passer à 7 000 ou la faire passer à 8 000 euros, exemple, ok? Ou même, disons même 10 000 euros, ok? On a changé juste deux métriques. Deux métriques, c'est tout ce qui a fait en sorte qu'on a pu augmenter le revenu de 20 000 euros. Okay. Donc, on a rajouté 20 000 euros à ce business en changeant deux métriques. Okay. Et ça, c'est grâce à notre système de nurturing, exemple. Et le taux de show-up, c'est grâce aux séquences et au scripting qu'on fait avec les setters et la formation et le recrutement, plutôt la formation en vrai de vrai qu'on fait avec les setters pour s'assurer qu'il y a un bon follow par derrière, qu'il y a un bon taux de show-up. Donc, c'est tout ce qui est en relation dans le scripting, dans la manière de parler, etc. Comme je vous ai dit, si vous êtes curieux, je vais vous faire une vidéo par rapport à ça, mais c'est tout ce qu'on a modifié pour faire en sorte qu'on a 20 000 euros de revenus supplémentaires. Donc, imaginez si on fait un x2 sur le nombre d'appels. Imaginez si on l'offre, on la fait passer de 5 000 euros à 8 000 euros, vu qu'on aura de meilleurs résultats clients, etc. Imaginez si on optimise le tout. Okay. Donc, c'est là où vous voyez que seulement avec les chiffres de base d'un business, sans rentrer dans les détails, on vient de rajouter 20 000 euros sur ce business-là en question. Donc, imaginez lorsqu'on a toutes les données de votre business et qu'on arrive facilement à réparer les lacunes. Okay? Imaginez à ce moment-là à quel point le jeu du scaling de votre entreprise va être un jeu d'enfant de 1 et ça va être totalement amusant parce qu'on serait juste dans l'optimisation. Okay? On va seulement être dans faire en sorte qu'on a des meilleurs chiffres dans notre business. On va même peut-être focus sur courir après des clients, courir après des appels, faire plus de volume, mettre plus de budget de ads, excusez-moi. Non, on va arrêter de se focaliser sur là-dessus. On va se focaliser sur l'optimisation. Parce que vous voyez, avec seulement deux métriques clés, combien on peut rajouter. Donc, si on fait ça x1, x3, x4, x5, c'est de cette manière exacte qu'on arrive à atteindre les 100 000 euros de revenus par mois. Bien évidemment, il n'y a pas juste ça qui rentre en jeu, mais c'est une des raisons principales qu'on arrive à le faire de manière par mois, comme je dis. Pas 100 000 euros en une fois, après on va le marketer comme si on le faisait par mois. Non, c'est de cette manière exacte qu'on arrive à générer les 100 000 euros et plus par mois de manière constante. D'accord? La deuxième chose, okay, on passe à la deuxième chose qui fait en sorte que vous tuez votre business, que vous faites une grosse erreur et vous n'arrivez pas à dépasser la barre des 30 000, 50 000 euros, c'est que vous déléguez trop tôt. Okay? Donc, il y a deux choses. Soit vous déléguez trop tôt, soit vous déléguez jamais. Et je rajoute même une troisième, soit vous déléguez trop tard. Okay. Mais déléguer trop tôt, c'est ce que je vois beaucoup. Beaucoup de personnes essaient de recruter des setters très vite, okay, ou on n'en recrute tout simplement pas, ou des membres d'équipe beaucoup trop tôt. Okay. Si tu ne sais pas déléguer, tu as l'air des mecs, des imbéciles comme eux, ok. Donc, tu es là, tu es bourré, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais. C'est que t'es perdu, t'as pas de structure, t'as rien, il y a rien de mis en place pour faire en sorte que tu puisses vraiment avoir une bonne équipe, une bonne structure et que quand tu vas déléguer, ça soit utile et que tu aies des réels résultats par derrière pour pouvoir continuer à croître. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas déléguer trop tôt, tu vas mettre en place quelques personnes qui, selon toi, est compétent, sans nécessairement savoir une certaine compétence ou sans nécessairement savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont compétents ou non. Et tu vas essayer de te dire, ok, bah c'est bon, je vais les placer et ils vont générer des revenus, alors qu'au final, ils vont juste se quitter au bout de même pas 7 jours. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il n'y a aucune structure, aucune valeur d'entreprise, il n'y a rien. Okay. Donc, si je te fais une mise en situation pour avoir une meilleure idée plus claire, ok. Donc, il y a la moyenne, ok. Donc, la majorité d'entre vous et les personnes les plus efficaces, ok. Les plus efficaces, excusez-moi. Donc, ceux qui ont le plus gros effet de levier, ok. Donc, on voit un petit bloc ici comme ça, boum, boum, boum. Boum, ça c'est notre levier, ça c'est la boule par derrière. Donc celui qui met le plus de pression ici pour faire en sorte qu'il a un effet de levier au maximum. Le jeu du scaling, c'est pour ça que j'adore ça, c'est parce que c'est un jeu de levier. Le plus que tu as d'effet de levier, le plus que tu as de leverage, ça fait en sorte que tu puisses scaler beaucoup plus rapidement et de manière impactante. Okay? Donc, ils ont des tâches chiantes et complexes. Okay? Ils embauchent un assistant virtuel, un resetter.
ils lui font faire des calls pour lui expliquer les tâches. Et ensuite, ils le laissent se débrouiller plutôt pour faire des follow-up. Ok. Donc, appel. Disons, je suis gentil, ils vont faire des appels quotidiens avec la personne, ils vont lui voir comment ça se passe, etc. Ils vont lui dire, c'est bon, ils vont donner deux, trois stratégies. Et l'assistant, normalement, est censé faire ses appels, faire les follow-up, etc. Le problème en faisant ça, c'est que tu perds beaucoup de temps et d'efficacité dans ton entreprise. Ok. De plus, ton talent que tu as recruté n'a aucune guideline. Il ne sait pas la différence entre un bon setting, exemple, parce que je reprends le setting parce que c'est une des premières choses qu'on va déléguer, mais tu ne vas pas savoir la différence entre un bon setting et un mauvais setting, entre un setting efficace et un setting de merde, entre un setting qui va te faire générer des vraies commissions et un setting qui va te faire en sorte que tu vas finir à la porte de l'entreprise. Okay. C'est super important d'avoir un guideline, des standards, des KPIs, des process en place et un management vraiment bien structuré pour s'assurer que l'équipe reste en place pendant longtemps et continue de croître avec toi. Parce que sans ça, le management, c'est une des parties les plus sous-estimées parmi vous. Okay. C'est la partie pour vous, ouais, je vais juste déléguer, je vais mettre en place ça, mais c'est la partie la plus chiante et la plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que vous gérez des humains. Les humains avec des émotions, avec des vies sociales, avec des problèmes, problèmes familiaux, problèmes de vie, avec des situations X, etc. Donc tout ça, il faut le prendre en considération lorsque tu fais ton management d'équipe. Okay. Donc en plus de ça, sans savoir bien manager, tu n'as aucune guideline, tu n'as rien qui va faire en sorte de pouvoir bien assister ton membre d'équipe pour pouvoir passer au prochain niveau et faire en sorte que tu puisses vraiment croître pendant que lui s'occupe de sa tâche et la fait de la manière la plus propre possible. Okay. La deuxième situation, comme je vous dis, la plus efficace avec le plus d'effets de levier, les tâches répétitives, okay, on va les repérer premièrement, on va s'assurer de savoir quelles sont ces tâches-là qu'on a besoin de déléguer parce que tu ne vas pas déléguer n'importe quelle tâche non plus. Il y a certaines tâches que tu vas continuer à faire, mais des tâches qui commencent à devenir redondantes, etc., tu dois bien évidemment les déléguer. Okay. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas créer une framework, étape par étape, par lequel tu es passé pour réaliser la tâche en question. Okay. Donc, tu te recordes en train de faire la tâche en framework en question. Donc, exemple, pour commencer, recorde-toi en train de faire la tâche sans parler, sans rien faire. Juste, tu te recordes simplement pour voir quelles sont les étapes que tu as fait. Tu la re-regardes vraiment juste après pour être sûr de savoir ce sont les étapes par lesquelles tu es passé. Ensuite de ça, tu vas pouvoir les noter dans un Google Doc, toutes les étapes que tu as passées, en brouillon, on s'en fout. Ensuite de ça, tu l'as fait en mise au propre. Okay. Tu peux utiliser ChatGPT à ce moment-là pour te sauver du temps. Ensuite de ça, tu la remets au prod ou tu l'optimises selon ce que tu voulais dire, ce que tu voulais informer. Et tu regardes, est-ce qu'en suivant cette framework, comme si c'était un total débutant, est-ce que tu arrives à répéter la tâche en question? Est-ce que tu arrives à bien faire la tâche? Donc, tu te mets un check vert, exemple. Ou est-ce que tu te mets, un 10 sur 10, ok? Ou est-ce que avec la framework que tu as, tu n'arrives pas à atteindre le 10 sur 10, tu es à, disons, 7 sur 10, ok? Donc, à ce moment-là, si tu es à un 7 sur 10, tu fais quoi? Tu optimises ton framework. Tu fais juste la retravailler pour faire en sorte que ton travail passe d'un 7 à un 10, aussi simple que ça. Je ne vais pas te dire qu'il y a de la magie à faire. Non, c'est du travail. Okay. Donc, tu fais en sorte de l'optimiser pour passer d'un 7 à un 10 et c'est réglé. C'est comme ça que tu as ta framework. Et ensuite de ça, tu te recordes en train d'utiliser la framework pour faire le travail en question que tu veux déléguer. Okay. Et de cette manière-là, c'est comme ça qu'on crée un SOP qui inclut une framework avec des règles et des critères à respecter pour que ton membre d'équipe ait une guideline à savoir quoi faire pour pouvoir bien faire sa tâche. Okay. Donc, si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo qui breakdown le SOP en question, vous pouvez me le dire, ou que je fasse un breakdown de SOPs de setter ou d'un closer ou d'un CSM ou peu importe le type de recul que vous voulez avoir, dites-le moi, ça me fera un plaisir. Je pourrais vous montrer ça sans problème. Okay. Mais ce que tu fais, c'est que ce SOPs-là, tu vas par la suite le mettre dans un portail Notion ou bien sur ClickUp, Asana, Airtable, peu importe l'outil de productivité que tu utilises, le système d'organisation que tu utilises, mais fais en sorte que ce soit tous dans un seul endroit pour que quand ton membre d'équipe puisse faire le travail, il va à un seul endroit et trouve toutes les informations nécessaires et il puisse faire son travail de la journée. D'accord? Donc, c'est de cette manière-là qu'on arrive à déléguer à un talent ou à ton membre d'équipe de manière efficace, sans compter le management, sans compter la culture d'entreprise, sans compter les standards et l'équipage que tu vas lui fixer. Maintenant, on va passer aux dernières étapes. Okay? La dernière étape qui tue vos business, c'est ne pas bâtir sa personal branding. Je sais que
beaucoup parmi vous ont cette peur de créer une personal branding. Je l'avais également. Je suis à la base un mec introverti. Mais les gars, il faut travailler par rapport à soi. Ok, c'est pas parce que je suis introverti que c'est ce qui va faire en sorte qu'il va me bloquer à générer beaucoup plus de ventes, prendre soin de ma famille, atteindre mes objectifs et prendre soin de mon entourage en général. Vous voyez, mon désir d'atteindre tous mes objectifs est beaucoup plus grande que ma crainte de m'exposer sur les réseaux sociaux ou de mon côté introverti à recorder des vidéos comme celle-là, par exemple. Okay? Donc, le fait que mes objectifs sont très alignés, je suis comme, comment dire ça, je sais exactement ce que je désire atteindre comme objectif, je sais exactement où je vais aller et j'ai un bon plan d'action pour les prochaines années, ça m'aide à avoir cette confiance en soi par rapport à la personal branding. Et je ne vais pas vous mentir, le fait qu'on ait des très bons résultats, qu'on ait des très gros résultats, générer des millions à 20 ans, honnêtement, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Bien évidemment, je ne dis pas ça pour frimer ou pour flex ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment vous le dire honnêtement que le fait d'avoir des bons résultats, ça m'aide énormément à avoir cette confiance pour pouvoir écrire du contenu parce que je sais que je ne suis pas en train de vous dire de la merde, ok? Aussi simple que ça. Alors que beaucoup dans le net, on ne va pas parler, mais ils disent que de la merde quand ils font leurs vidéos. Et malgré ça, ils ont réussi à avoir cette confiance, à se mentir à eux-mêmes qu'ils présentent des vrais trucs. Mais ça, c'est un exemple clé pour vous dire que s'il y a des clowns, il y a des mecs qui disent de la merde, qui arrivent à se mentir à eux-mêmes et se dire comme quoi, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, c'est valuable, il y a de la valeur. Alors que vous avez de la vraie valeur, vous avez une vraie personnalité, vous avez des vraies choses à dire, vous n'arrivez pas à créer cette personal branding. Les gars, laissez pas des clowns prendre des parts de marché, faire de la merde dans le marché, faire des scams, etc. Alors que vous avez des vraies compétences que vous pouvez réellement aider votre market, ok? Ne laissez pas un clown vous outpace, comme on dit en anglais, de vous dépasser alors que vous êtes meilleur que eux, ok? Et ça commence par bâtir une personal branding, faire en sorte que tout le monde puisse voir la valeur que tu peux rajouter dans un market en question. Je vais vous donner un exemple de Prime et de Gatorade. Prime, ok, le market share de Prime, ils ont atteint le billion, ok, le billion dollar mark, c'est-à-dire plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ils l'ont dépassé, ok. C'est une des compagnies qui a une croissance la plus rapide, ok. Ils ont eu 1676% de increase, c'est-à-dire d'augmentation en termes de vente par rapport à Gatorade, ok. En fait, non, excusez-moi, c'est Gatorade qui a atteint 7 millions et eux, ils sont à 1,2 billion, donc 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires, okay, de market evaluation. Et ça, c'est en l'espace de 2023 jusqu'à, je pense, ça c'est un report de 2024, je pense. Donc en un an, ils ont atteint la barre des milliards. Ils ont eu 1600% de croissance comparé à Gatorade, une des plus grosses boissons énergisantes, une des plus grosses marques de boissons énergisantes, qui a 7 milliards au total et qui sont up 11%. 1600 divisé par, pas divisé, mais genre comparé à 11%, c'est une croissance de malade mental, c'est une croissance de baiser, on va pas se mentir. Et ça, c'est pourquoi? C'est à cause de deux choses. Car ils sont adaptés au market actuel et ils ont deux fortes personal branding. Tout le monde connaît Logan Paul et tout le monde connaît KSI. KSI, c'est un des mecs les plus connus du UK. Et ce mec-là, c'est un des mecs les plus connus. Oh, je ne sais même plus faire des cercles. C'est grave. Et ça, c'est un des mecs les plus connus dans le market US, right? Donc, ils ont des personal branding tellement fortes et ils ont utilisé seulement du marketing organique grâce aux réseaux sociaux, en fait, pour pouvoir bâtir une hype et faire en sorte que ce soit sold out, qu'il y ait des ruptures en stock de manière constante, ok? Et c'est grâce à leur personal branding qu'ils ont commencé à promouvoir leurs produits. C'est grâce à leur personal branding qu'ils ont réussi à atteindre les 1600% de croissance, ok? Et le fait d'avoir fait ça, ça a fait en sorte que beaucoup de marques ont commencé, des marques connues, là, je ne vous parle pas des boutiques e-commerce là, qui vont aller voir Julien Tanti pour faire une pub de merde, et en tout cas, vous connaissez la suite, mais des vraies marques, exemple, je ne sais pas moi, je dis un nom hasard, mais exemple Nike, vont faire des partenariats avec des créateurs de contenu. Pourquoi? Parce qu'ils voient le potentiel de croissance, de vente qu'ils peuvent générer juste avec une personal branding solide, ok? Donc, ils ont su leverage deux truc super important qui est l'attention et être controversé. Okay? Il y a une raison pourquoi Alex Hitchens est en train de percer comme jamais, ou c'est qui les autres mecs controversés aussi, Oussama Amer, il est très amer dans ce qu'il dit, mais Oussama Amer, pourquoi ils sont en train de bomb, comme on dit en anglais, comme de cette manière, ils sont vraiment en train de trender, c'est parce que
ils arrivent à être controversés. Ils vont à l'encontre de ce que la majorité des gens disent ou c'est tout simplement l'autre, c'est tout simplement un clown, tu vois. Il dit des trucs de merde, donc les gens se disent mais c'est qui ce mec? Donc il est controversé, ça fait en sorte qu'il attire beaucoup plus d'attention. L'attention négative va te faire skiller beaucoup plus rapidement que l'attention positive, ok? Donc ils vont chercher ces deux éléments pour avoir le plus de eyeballs, comme on dit en anglais, le plus de visibilité sur leurs produits. Donc créer une demande qui sera supérieure à la quantité de produits qu'ils ont. Et c'est ce qui crée encore plus d'engouement autour de leur brand et faire en sorte qu'ils vont vendre beaucoup plus de produits et générer beaucoup plus de ventes. Pourquoi? Parce que l'offre et la demande, ils ont juste enculé ce principe-là. Ils ont une demande beaucoup plus élevée que la quantité qu'ils ont, donc de l'offre. Ça fait en sorte que tu vas commencer à devenir une brand exclusive et c'est de cette manière-là qu'ils ont réussi à vraiment scaler assez rapidement. Donc, c'est les 3 étapes que vous devez suivre pour principalement scaler. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez savoir comment vous pouvez scaler votre business également à plus de 50 000 euros par mois, voire même 100 000 euros par mois, je mets toujours mon lien en description. Si les plages horaires pour moi la semaine ne sont plus disponibles, ça veut dire qu'on a assez de partenariats, on n'en prend plus. S'ils sont encore disponibles, alors sautez sur l'occasion, car on en prend maximum 5, voire 10 par mois. Ça dépend vraiment des mois et de notre disponibilité. Donc, s'il reste des places, prenez-les vite. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.